Alors bonsoir à tous. Donc en fait, pardon de cette petite introduction technique bizarre, mais c'est que je fais une captation audio du cours. Oui, décidément, nous n'arrêtons pas les techniques de plus en plus impressionnantes, mais c'est parce qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui ne peuvent pas venir le soir. Ça finit un peu tard, comme vous savez, les séances, et donc qui souhaitent tout de même entendre le cours. Donc, vous le savez, je mets sur Moodle les PowerPoint, les documents, la musique, etc. Et désormais, sur Moodle ou sur YouTube, je n'ai pas encore choisi, mais je mettrai les captations audio du cours. Donc, si vous avez envie de me réécouter, ce que je ne vous conseille pas, bien sûr, mais vous pourrez le faire. Donc voilà, alors donc on va commencer ce troisième cours sur la question qu'est-ce qu'un auteur en français, donc bienvenue à ce troisième cours, et je voudrais reposer une autre question finalement, qui est la question de qui compose, qui sont ces auteurs, qui sont ces écrivains dont on a vu à la dernière séance qu'ils avaient dû conquérir le nom auteur. Hein. Auteur n'est pas un mot qui est immédiatement donné à l'auteur vernaculaire, à l'écrivain français, pour ce qui nous intéresse. Et donc, cette conquête va se faire lentement, ce mot va être lentement conquis, 12e, 13e, 14e, 15e siècle. Ce qui va m'intéresser ce soir, c'est de réfléchir à qui utilise ce mot. Qui sont ces gens, finalement, qui revendiquent le statut d'écrivain, qui demandent le mot auteur pour eux-mêmes. Donc, la dernière fois, nous avons fait une exploration de vocabulaire, une exploration à travers le lexique. Et ce soir, ce que je voudrais vous proposer, c'est plutôt une exploration, je dirais, sociologique, sur les milieux dont vont être issus les auteurs, les premiers auteurs en français, du XIIe au XVe siècle. Bon. Donc les outils que je vais utiliser ne vont plus être les outils de l'archéologie du vocabulaire, ceux de Benveniste, comme on avait vu la dernière fois. Ça va être d'autres outils et je vais les emprunter à la sociologie et aux réflexions que l'on mène aujourd'hui sur la notion d'auteur, puisque la sociologie des écrivains, c'est aujourd'hui un terrain d'enquête pour les sociologues actuels. Alors, j'espère que ces sociologues vont nous donner des outils, si vous voulez, peut-être des notions, des idées, pour essayer de comprendre ce qui se passe autrefois ou ce qui s'est passé autrefois dans ces 12e, 15e siècles où émergent ces écrivains en français. Alors, pour essayer de regarder un petit peu ces outils en guise d'introduction, je vous propose de regarder deux textes qui se trouvent dans votre exemplier à partir de la page 17. Donc, à partir de la page 17. Alors, ces deux textes, ce sont les deux principaux livres qui existent aujourd'hui, qui servent de base de recherche sur la notion d'auteur en français, d'auteur moderne, par conséquent. Le premier de ces textes est dû à la plume de Pierre Bourdieu, alors sociologue dont vous connaissez, je pense, le nom, au moins, parce que c'est vraiment le fondateur de la sociologie française moderne à la fin du XXe siècle. Et Pierre Bourdieu a écrit un livre, vous voyez son nom apparaître, page 17, qui s'appelle « Les règles de l'art, genèse et structure du champ littéraire ». C'est parmi ses derniers ouvrages. Ce texte est paru en 1992. C'est un texte qui prend pour exemple le personnage de Gustave Flaubert, donc l'auteur de Madame Bovary. À travers l'exemple de Flaubert, Pierre Bourdieu va essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'un auteur au XIXe siècle. Et il va poser cette question, non pas en spécialiste de la littérature, qu'est-ce qu'un auteur au niveau esthétique, voyez, bon, ou qu'est-ce qu'un auteur au niveau poétique, mais il va y réfléchir en sociologue, en essayant de se demander pourquoi Gustave Flaubert est-il devenu écrivain? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il va regarder les actions de Flaubert d'un point de vue économique. Comment Flaubert a-t-il négocié le prix de ses livres avec son éditeur? Comment s'est-il occupé de la diffusion? Donc, vous voyez le circuit économique autour de l'auteur, avec les éditeurs, avec le public. Mais il s'est aussi intéressé aux cercles politiques dans lesquels Flaubert circulait,
donc des salons littéraires où il rencontrait d'autres écrivains, où il rencontrait des gens du gouvernement, du Second Empire, par exemple. Et puis il s'est aussi intéressé aux scandales qui ont jalonné la carrière de Flaubert, occasionnés par des procès, vous savez, le procès de Madame Bovary, par exemple, en 1856. Donc c'est au fond une histoire de Gustave Flaubert comme une sorte de symbole de l'écrivain que propose Pierre Bourdieu pour essayer de montrer que être écrivain au XIXe siècle, c'est s'inscrire dans ce que Bourdieu appelle un champ littéraire. Et qu'est-ce que c'est qu'un champ littéraire? Bourdieu dit un champ littéraire, c'est un champ social comme un autre. Alors il s'agit de savoir ce que c'est qu'un champ social. Et pour le savoir, on va lire une citation, page 18, qui est issue du livre Les règles de l'art, qui explique ce que c'est qu'un champ social. Bon. Et voici ce que dit Bourdieu. Champ de force possible qui s'exerce sur tous les corps qui peuvent y entrer. Donc un champ, c'est un espace abstrait où viennent participer des individus. Alors ça peut être des espaces concrets comme un salon, un lieu de réunion, ou un espace abstrait. Les individus viennent y participer, ils apportent leurs compétences, ce sont des écrivains, ils apportent éventuellement leur richesse économique, sont-ils riches, sont-ils issus de familles importantes ou non, ils apportent leurs réseaux sociaux, d'accord? Et tous ces gens qui y entrent, donc dans ce champ, le champ de pouvoir, donc ça rend ce champ de pouvoir qui est aussi un champ de lutte, et peut-être à ce titre comparé à un jeu. Au fond, être écrivain, c'est participer à un jeu social. Ce jeu social demande aux joueurs d'avoir, comme dans un jeu, des cartes ou des qualités, les dispositions, l'ensemble des propriétés incorporées, l'élégance, l'aisance ou même la beauté. Alors Flaubert n'est pas très beau, bon, mais il était très riche, par exemple, il sortait d'une famille riche, voilà une qualité. Il connaissait beaucoup de monde, voilà une autre qualité. Donc pour jouer, Flaubert a des atouts, il a des cartes pour rentrer dans ce jeu. Et il a un capital sous ses diverses formes économiques, culturelles, sociales. Tout cela constitue des ajouts qui vont commander la manière de jouer et la réussite au jeu. En d'autres termes, être un écrivain, c'est jouer à un jeu comme jouent tous les acteurs de la société et de l'économie. De la même façon que le commerçant joue à faire du profit en proposant des objets qui vont avoir du succès, en ciblant un public, en faisant de la publicité, etc. Et bien de la même façon, l'écrivain pour Bourdieu est un joueur qui appartient à un champ de pouvoir qu'il partage avec d'autres écrivains et dans lequel il y a de la compétition, dans lequel il y a des gagnants et il y a des perdants, dans lequel chacun arrive avec ce que Bourdieu appelle un capital, c'est-à-dire son argent, sa culture, sa formation, ses amis, etc. Et aux yeux de Bourdieu, cette façon que l'écrivain a de participer à une société fait de lui un professionnel comme un autre. L'écrivain est un professionnel dans ce champ social, comme le commerçant est un professionnel dans le champ du commerce, comme le banquier est un professionnel dans le champ de la banque, etc., etc. Donc, le livre de Bourdieu vise à montrer qu'un écrivain n'est pas seulement celui qui écrit un livre. C'est quelqu'un qui maîtrise des forces économiques, culturelles, sociales, qui en font un acteur de la vie publique, comme finalement tous les autres professionnels. Donc, aux yeux de Bourdieu, l'écrivain n'est pas un artiste, ou en tout cas pas seulement, mais un acteur socio-professionnel. Donc, être écrivain, c'est une profession. Et pour lui, cette profession, elle naît particulièrement au XIXe siècle, lorsque des gens comme Flaubert se montrent capables de s'enrichir en écrivant des livres, de nouer des contacts avec d'autres écrivains, avec des publics, de faire scandale, etc. Alors, la vision de Pierre Bourdieu a été très influente dans cette fin, vous voyez, le livre est de 1992, dans cette fin du XXe siècle, où la question « qu'est-ce qu'un auteur ?» à la fin du XXe siècle se posait. Est-ce que c'est une profession, auteur? Bon. Au XIXe siècle, oui, on peut considérer que c'est une profession pour certains écrivains comme Gustave Flaubert. Néanmoins, la proposition de Bourdieu de voir, je dirais d'une manière générale, l'auteur comme un professionnel a été
plus ou moins critiqué, en tout cas nuancé, par un autre sociologue, alors plus contemporain. Si vous ne voyez pas bien, parce qu'on a un petit peu de lumière là, si vous voulez que j'essaie d'éteindre, vous me le dites. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, ça va? Non, c'est trop dans l'ombre là peut-être. On reste comme ça? Vous me dites si c'est bon. Donc l'autre sociologue sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est un sociologue qui est tout à fait contemporain, qui s'appelle Bernard Lahire, qui est aujourd'hui professeur à l'université de Lyon, pas très loin d'ici, et qui lui aussi s'est intéressé à la notion d'auteur, mais cette fois-ci aujourd'hui, donc avec un livre qui s'appelle La condition littéraire et qui date de 2006. Vous avez le nom de ce livre qui est indiqué également page 17, au milieu de la page, et dans la bibliographie, La condition littéraire ou la double vie des écrivains. Alors, Bernard Lahire, lui, n'est pas d'accord avec l'idée de Bourdieu que l'auteur est un professionnel. Pour lui, il n'y a pas de profession d'écrivain, et il fait une enquête auprès des écrivains français actuels, donc en 2006. L'enquête est donc assez récente, il y a 8 ans à peu près. Et quand il fait cette enquête, il s'aperçoit que la plupart des gens qui l'interrogent, qui sont des auteurs, ont une double vie. Alors, une double vie au sens économique, je vous rassure, peut-être d'autres doubles vies, mais ça veut dire qu'en fait, pour gagner leur vie, ils ne vivent pas de la littérature. Ils ont un autre métier. Alors, ce sont des professeurs, ce sont des gens qui sont dans les métiers de la culture, ce sont des gens qui sont dans l'entreprise, etc. Et aux yeux de Lahire, en fait, du coup, être auteur n'est pas une profession, c'est plutôt ce qu'il appelle une condition, c'est-à-dire un statut culturel, mais qui ne permet pas forcément de vivre. Et selon les personnes, et selon leur existence, selon les contextes, eh bien, ces personnes peuvent plus ou moins s'engager dans la littérature. Il y a des mois où elles ne font qu'écrire, et puis il y a des mois où il faut aller au travail, et donc du coup, elles n'écrivent pas leurs livres, etc. Donc, le travail de Lahire vient relativiser l'idée « l'auteur est un professionnel ». Écrire, c'est une profession. Pour proposer une autre idée qui est écrire, c'est une condition, c'est une manière d'être. Mais à côté de cela, on peut avoir d'autres métiers. Alors, le débat est actuel. Vous voyez, on est en débat aujourd'hui sur cette question, qu'est-ce qu'un auteur aujourd'hui, profession ou condition? Et j'avais envie de partir de ce débat d'aujourd'hui pour essayer de me demander qu'est-ce qui se passe lorsque ce mot auteur est revendiqué par des écrivains français. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des écrivains en français qui naissent et qui travaillent? Est-ce qu'ils se pensent comme des professionnels? Comment se pensent-ils? Qu'est-ce qu'un auteur pour eux? Donc, à partir de cette tension entre la profession et la condition, je voudrais remonter un petit peu... un petit peu au fil du temps, donc en remontant dans le temps, en me demandant est-ce que écrire en français, c'est un métier du XIIe au XVe siècle. Alors le mot métier, je l'ai écrit exprès avec, vous voyez, l'orthographe de l'ancien français, mestier, mon métier. J'ai exprès utilisé ce terme parce que le mot n'a pas tout à fait le même sens en ancien français qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un métier, c'est une profession. Et donc, vous verrez beaucoup d'écrivains du Moyen-Âge qui disent « j'ai un métier, je suis auteur » ou « j'ai un métier, j'écris ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Métier, c'est un sens plus large que profession. Ça signifie, ça vient du mot ministerium, le ministère, donc ça signifie un office que l'on occupe, une position. C'est une position, un statut, le métier. Est-ce que c'est un statut professionnel qui l'oppose à d'autres professions, ou est-ce que c'est une simple occupation, donc une sorte de condition? Et ce qui est intéressant, c'est que le débat actuel, l'auteur est-il une profession ou est-il une condition, on le retrouve quand on remonte dans le temps, et quand on va au XIIe, au XIIIe, au XIVe et au XVe siècle. Certains écrivains disent « nous avons une profession, nous sommes auteurs ». Je vais prendre 2 exemples. Alors,
Ce sont des écrivains qui appartiennent généralement à un milieu intellectuel et qui veulent dire, ils veulent revendiquer le fait que ce qu'ils font, écrire, c'est un geste, un travail intellectuel, par opposition au travail manuel. Et je vous en donne deux exemples qui sont pris chez deux poètes. Le premier, c'est le poète Rutebeuf, qui est un poète parisien de la seconde moitié du XIIIe siècle et qui se définit comme un auteur. Il n'emploie pas le mot auteur, mais il dit, voilà, je suis différent de ceux qui travaillent avec leurs mains. Je suis un ouvrier, dit-il, mais je ne suis pas, donc c'est en ancien français, je ne suis ouvrier de main, je ne suis pas un ouvrier avec mes mains, je suis un ouvrier intellectuel, avec ma tête. Donc il fait une différence entre les professions manuelles et la profession d'auteur, qui évidemment, à ses yeux, plus prestigieuse. Donc vous voyez que Rutebeuf emploie des mots qui sont des mots de la profession, professionnel, ouvrier, en néanmoins se distinguant des ouvriers manuels. Je suis un ouvrier intellectuel, en quelque sorte, donc un travailleur intellectuel. Or, cette idée du travail intellectuel, une profession intellectuelle, on la retrouve au fil du temps. Donc là, nous sommes avec Rutebeuf au XIIIe siècle, et on la retrouve un siècle après, par exemple, exactement dans les mêmes mots, chez un autre écrivain, et particulièrement un poète, qui est Jean Froissart. Jean Froissart, qui écrit à la fin du XIVe siècle. Jean Froissart est un auteur de chroniques, vous connaissez peut-être les chroniques de Froissart, ou aussi un auteur de poèmes. Et lorsqu'il veut se définir, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis comme auteur? Il parle de lui à la deuxième personne, il s'adresse à lui-même en disant tu, et il dit tu ne labores ni ne travailles, donc tu ne travailles pas, labore, travailler, laborare, tu ne travailles pas, tu ne fais pas de labeur ni de travail, de nulle peine manuelle. Tu ne travailles pas de manière manuelle. Donc tu es un travailleur, mais là aussi un travailleur intellectuel. Donc on a un ensemble d'écrivains, en ancien français comme en moyen français, qui vont se présenter comme des professionnels particuliers, professionnels d'une activité qui est l'activité intellectuelle, et qui donc ressemblent finalement à ces auteurs à la manière de Bourdieu, qui se veulent des professionnels de l'écriture. Tous les deux sont d'ailleurs issus du milieu intellectuel, du milieu de l'université en particulier. Mais cette vision, je suis un écrivain, je suis un professionnel, n'est pas partagée par l'ensemble des auteurs. Un certain nombre d'auteurs ne se montrent pas, ne se pensent pas professionnels, ils se voient plutôt comme des auteurs qui s'occupent en écrivant. L'écriture est une occupation, je vais y revenir tout à l'heure. Et surtout, ces auteurs insistent sur le fait qu'il y a plusieurs manières d'être auteur, en ancien et en moyen français. Donc, le but de notre petit itinéraire de ce soir, c'est d'essayer de comprendre qui sont les auteurs du XIIe au XVe siècle, de quel milieu viennent-ils, pourquoi sont-ils aussi différents les uns des autres, et comment les milieux dont ils sont issus, comment leur statut sociologique leur fait choisir un genre d'écriture particulier. Puisqu'on écrit d'une certaine manière parce qu'on est un auteur qui vient d'un certain milieu. Bon. Donc on va essayer de voir, je dirais, cette liaison entre la sociologie et le genre d'écriture que les auteurs travaillent, donc du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle, où se produit une crise dans le statut d'auteur qui va le redéfinir. Qu'est-ce qu'un auteur? On va redéfinir cette question. Alors je vais faire un petit parcours en plusieurs points, dès que ça veut passer, voilà. À la prochaine diapositive. Donc je voudrais faire un parcours en fait en 4 moments. D'abord simplement en me posant la question, pourquoi devient-on auteur? C'est trop bête, mais qu'est-ce qui pousse des gens du XIIe au XVe siècle à devenir auteur? Ça sera mon premier. On va interroger, si vous voulez, ça va être l'enquête sociologique. Alors j'ai pas de micro, je fais pas de micro-trottoir, mais voilà, je vais essayer d'interroger des écrivains. Pourquoi êtes-vous devenu écrivain? Bon. Une fois que nous aurons vu ça, nous verrons que, en réalité, les auteurs du Moyen-Âge sont issus de 2 grands milieux sociaux, l'aristocratie, la noblesse, d'une part, et d'autre part, les intellectuels liés au monde de l'Église. Bon, et on se demandera pourquoi.
ces deux milieux et quel type d'écriture ces auteurs choisissent en fonction de leur milieu social. Et après ces deux moments, nous viendrons à ce moment de crise à partir du XIVe siècle, lorsque il y a des auteurs qui ne sont pas nobles et des auteurs qui ne sont pas intellectuels, qui décident de devenir écrivains. Et alors, eux, ils sont ni intellectuels ni nobles, qui sont-ils? Et se pose alors la question, pour eux, qu'est-ce que c'est un auteur quand on ne vient pas de ces deux milieux-là? Bon. Alors, avant de regarder toute cette pluralité, je vais donc faire mon micro-trottoir, et donc, on enregistre ce cours, mais voilà, c'est imaginez que j'enregistre aussi les conversations des auteurs médiévaux, et je pose la question, comment, pourquoi devient-on un auteur? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un auteur? Alors, premier point, être auteur implique, dans une certaine mesure, on verra à partir de la prochaine fois qu'il y a des exceptions rares, implique un sexe. Être auteur, d'abord, pourquoi êtes-vous devenu écrivain? Je suis un homme. Bon. Alors, bien sûr, on peut se dire, ça s'explique. Ça s'explique par la différence d'éducation entre les hommes qui reçoivent une éducation scolaire, qui apprennent à lire, qui apprennent à écrire, et les femmes qui apprennent moins, ou pas du tout, à lire ou à écrire. Et c'est vrai, il y a cette différence qui explique pourquoi on devient auteur plutôt quand on est un homme que quand on est une femme. Mais ce n'est pas une différence qui est la seule explication. Je crois que c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a beaucoup de femmes que nous connaissons qui ont reçu une excellente éducation. Nous en avons beaucoup d'exemples, j'en donne ici simplement deux. L'exemple de Marie de Champagne, qui est la première femme que je cite, qui est comtesse de la région de Champagne, donc personnage aristocratique tout à fait important, et qui, au milieu du XIIe siècle, est la mécène de Chrétien de Troyes. Donc c'est elle qui va commander un certain nombre d'œuvres de Chrétien de Troyes, notamment le Lancelot, le chevalier, à la charrette. Marie de Champagne est une femme extraordinairement cultivée, qui passe pour une véritable arbitre de la littérature, juge de la littérature de son temps. Et bien sûr, elle n'est pas un cas exceptionnel dans la haute aristocratie européenne. Beaucoup de femmes ont cette capacité. Mais Marie de Champagne n'écrit pas. Elle n'écrit pas. Elle paie pour des œuvres, elle donne de l'argent, c'est une mécène, elle accueille des poètes, elle anime des cercles littéraires, mais elle n'est pas elle-même auteure. Autre exemple qui est un peu plus tardif, donc au début du XIVe siècle, le personnage d'une autre comtesse, Mao d'Artois. Alors j'ai choisi ce personnage parce que pour le public français de la salle, peut-être vous connaissez le nom de Mao d'Artois si vous avez lu ou vu, il y a des séries, Les Rois maudits, qui sont un livre de Maurice Druon, et ensuite ça a été fait en plusieurs séries, et donc qui raconte une histoire de guerre entre deux personnages qui combattent pour avoir une terre, et l'un de ces deux personnages, c'est Mao, la comtesse, qui se bat contre son neveu qui essaie de lui arracher le gouvernement de l'Artois. Donc l'Artois, c'est le nord de la France, la région d'Arras aujourd'hui. Alors Mao est un personnage qui est une femme politique. Elle fait partie du gouvernement du roi à son époque, en particulier du roi Philippe le Bel, et nous avons récupéré sa bibliothèque. Donc, nous savons ce qu'elle lisait. Et elle avait une bibliothèque extraordinaire, très riche, où elle lisait en latin et en français des ouvrages sérieux et des ouvrages de divertissement, le roman de la Rose, le roman de Renard, etc. Donc c'est une femme lettrée et d'évidence, elle aurait pu être écrivain, mais elle ne l'a pas choisi. Alors pourquoi cette différence? Vous voyez que ce n'est pas uniquement une différence d'éducation, les hommes savent écrire et les femmes, bon, non, c'est une différence, je dirais, de perception sociale. On l'a vu la dernière fois, l'auteur en français, généralement, avant de revendiquer ce mot, auteur, vous vous rappelez, prend les mots plutôt de acteur,
celui qui fait quelque chose, vous vous rappelez, faiseur, celui qui fait quelque chose. L'auteur, c'est un producteur, hein, c'est celui qui fait. Et dans la mentalité médiévale, mais qui est d'ailleurs qui s'étend plus loin que le Moyen-Âge, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui est actif. La femme, elle, est du côté de la réception, pas forcément de la passivité, mais en tout cas de la réception, ce qui fait qu'on attend d'elle qu'elle soit une lectrice. Et si le rôle de la femme dans la littérature médiévale est tout à fait important, c'est souvent en tant que lectrice. Donc le fait que ces deux femmes, Marie de Champagne et Mao d'Artois, aient été des lectrices, qu'on trouve leur bibliothèque, qu'on connaisse les écrivains qui ont écrit pour elles, les livres qu'elles ont achetés, va tout à fait dans cette idée, les femmes lisent et les hommes écrivent. Bien sûr, il y a des exceptions. Et on consacrera les 2 prochaines séances à la question des femmes écrivains. Comment peut-on, dans ce contexte, devenir à ce moment-là une femme écrivain? Mais c'est un peu compliqué. Donc le premier point, comment devenir auteur? Qui compose les hommes? Les hommes sont essentiellement, en immense majorité, ceux qui rédigent les textes. Mais ces hommes, d'où viennent-ils? C'est-à-dire, à quel champ social, pour parler comme Bourdieu, à quel milieu, à quelle classe, aurait-on dit autrefois, d'où viennent-ils dans la société? Alors, comme vous le savez, la société médiévale, et c'est particulièrement vrai pour le XIIe et XIIIe siècle, s'imagine, se répartit à travers 3 états, 3 formes de milieux, hein, que vous voyez ici représentées, si vous arrivez à le voir. J'éteins une seconde pour que... on voit peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Bon. Oui, là vous le voyez peut-être encore mieux, sur cette image où on voit ces 3 états représentés. Vous voyez ici un personnage avec une tonsure, d'accord, qui représente l'ecclésiastique, le chevalier en armure, et ici avec une bêche et les jambes nues, bien sûr, le paysan, donc le 3e état. Donc la question au fond des auteurs va s'articuler autour de ces 3 états. D'où viennent-ils? Le premier état, qui est l'état de l'Église, apporte, est lié à une notion de savoir. L'Église est liée à l'université, l'université c'est le savoir, et on va voir que de nombreux écrivains, qui se revendiquent d'ailleurs comme professionnels, sont des intellectuels qui ont été formés par l'Église. Donc très clairement, c'est de ce milieu-là qu'une grande majorité d'écrivains, dès le XIIe siècle, vont venir. Mais ce n'est pas le seul milieu qui donne, je dirais, une qualité d'écrivain. C'est aussi le cas pour le milieu noble. Si le milieu noble est un milieu dont la principale activité est supposée être la guerre, donc les faits militaires, etc., la défense du royaume, et autres, néanmoins, beaucoup d'écrivains aristocratiques vont faire une carrière littéraire dans certains genres. On va voir pourquoi. Et enfin, le 3e état, ce qu'on appelle le tiers état, qui est les roturiers, donc ceux qui ne sont pas nobles et ceux qui ne font pas partie du monde de l'Église au sens large. Ce sont ceux qui sont liés à la production économique, les commerçants, les artisans, les paysans, etc. Et au XIIe et XIIIe siècle, presque aucun écrivain n'est issu de ce milieu, qui est le milieu qui rassemble 85% de la population, voire 90% par ailleurs. Donc on verra que les choses changent d'ailleurs au fil du temps et que c'est l'arrivée d'auteurs issus de ce 3e milieu qui va bouleverser le statut d'auteur au XIVe et au XVe siècle. Mais dans un premier temps, voilà, qui compose les nobles et les ecclésiastiques. Alors pourquoi? Donc il faut être un homme. Bon, pour être auteur, il faut être issu de certains milieux sociaux. Mais pourquoi devient-on auteur? Je continue mon micro-trottoir en quelque sorte. Et je pose la question, pourquoi êtes-vous devenu écrivain? Vous savez, c'est la question que pose Proust dans son questionnaire célèbre. Pourquoi êtes-vous devenu écrivain? Alors, quand on pose cette question aux écrivains, alors,
je ne suis pas là pour la poser à eux, donc, mais certains répondent à cette question. Et c'est intéressant de voir que c'est toujours la même réponse, assez étonnante. Enfin, beaucoup d'entre eux ont cette réponse. J'écris en français pour passer le temps. Alors ça, c'est quand même... Ah d'accord. Nous, on pensait que c'était pour faire des œuvres éternelles ou je ne sais quoi. Bon, ben pas du tout. Bon. Alors, pourquoi disent-ils ça? Pour ceux qui sont des auteurs intellectuels, donc qui font partie de l'Église, ils ont l'habitude d'écrire en latin. Donc, écrire en français, pour eux, c'est ne pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas leur profession d'écrire en français. Donc, il faut une bonne raison, passer le temps, s'occuper, trouver une occupation, trouver une condition particulière, parallèle à leur profession, qui est la profession d'être intellectuel écrivant en latin. Et cette justification, pour certains ecclésiastiques, je vais vous donner des exemples tout de suite, on va retrouver la même chez des militaires dont la profession c'est la guerre. Je fais la guerre, c'est ça mon métier. Et quand j'écris, eh bien je fais quelque chose qui n'est pas mon métier. Donc vous voyez que on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui vont dire « nous sommes des professionnels », on l'a vu tout à l'heure, hein, Rutebeuf, Jean Froissart, et d'autres qui vont dire « non, ce n'est pas notre métier, nous utilisons, c'est une condition littéraire, ça arrive parce que, voilà, il y a des circonstances qui fait qu'on devient écrivain pour passer le temps ». Alors pour essayer de regarder pourquoi on passe le temps, je voudrais prendre deux exemples. Le premier étant l'exemple de Jean de Courcy. Alors, je pensais vous l'avoir donné, mais je ne crois pas, finalement. À moins que ce soit un tout petit peu plus loin, je regarde. Je pensais avoir donné cet exemple, mais je vais vous l'exprimer à l'oral, ça n'a pas d'importance. Donc bon. Alors, Jean de Courcy est un auteur, un petit auteur, hein, un auteur mineur, bon, de la fin du XIVe siècle. On va prendre deux écrivains contemporains, donc de la fin du XIVe siècle, et ce monsieur est un guerrier. C'est un petit chevalier qui, jusqu'à l'âge de 50 ans, a été sur les champs de bataille. Bon, voilà. Alors, il a défendu le royaume, il a fait la guerre, c'est son métier. Et puis, à 50 ans, Jean de Courcy part à la retraite. Enfin, évidemment, pour 50 ans, c'est très vieux, hein, au XIVe siècle. Il meurt à 55 ans, enfin, bon. Donc, il ne peut plus monter sur son cheval. Donc, il décide de prendre sa retraite et il s'ennuie, naturellement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à écrire. Et il le dit dans le prologue de son œuvre. Alors, il écrit des textes de réflexion sur la politique, sur la morale, voilà, c'est des sortes de mémoires. Bon. Il explique au début de son œuvre, dans son prologue, il dit, voilà, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas un écrivain, moi, je suis un guerrier, mais je suis vieux et je m'ennuie. Alors, j'écris de la littérature, et j'écris en français parce que je n'ai pas fait de latin, bon, etc. Et donc, l'œuvre littéraire de Jean de Courcy, qui est plutôt une œuvre de moraliste, s'écrit pendant sa retraite. Bon. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose d'inouï, hein, c'est assez fréquent, que les écrivains du XIVe siècle, mais aussi avant ou après, se mettent à écrire parce qu'ils ont cessé de faire une profession et qu'il faut trouver une condition nouvelle qui les occupe et qui leur donne un statut, être écrivain. Il se trouve que un contemporain exact de Jean de Courcy est un personnage qui s'appelle Gilles Le Muisy, qui est un abbé, donc il est un ecclésiastique, c'est un homme d'église, qui est un ecclésiastique du nord de la France, et c'est quelqu'un qui a pour profession d'administrer une abbaye. Donc, c'est un religieux, c'est un administrateur, et Gilles Le Muisy, pendant sa carrière, écrit des œuvres littéraires en latin. En latin. Bon. Et puis à la fin de sa vie, alors on le voit ici sur cette petite image, et je vous montre, vous avez fini d'écrire, quand il est assez vieux, il a 65 ans, donc alors un âge canonique, hein, autant dire, il se met à ne plus voir. En fait, il a une cataracte, il ne voit plus. Il devient aveugle. Donc impossible de continuer à écrire, impossible d'administrer son église. Et donc, je vous montre ici cette petite image qui le représente, c'est une image qu'on trouve au début de ses œuvres,
Alors, le malheureux n'a plus Dieu, comme ça, aveugle, et donc il va décider de faire une carrière littéraire. Et il va se mettre à écrire de la littérature en français, qu'il dicte. Vous voyez ici, en fait, il n'écrit pas, il parle, il y a comme un petit papier qui sort de sa bouche et qui arrive à son secrétaire. Le secrétaire prend en note les œuvres de Gilles de Mussy. Et Gilles de Mussy va se mettre alors à faire ce qu'il n'a jamais fait avant de sa vie, c'est-à-dire d'une part écrire en français, et écrire alors il écrit de la poésie, il écrit des textes fictionnels, des choses qu'il n'a jamais fait avant, c'est un ecclésiastique sérieux, je veux dire, Gilles de Mussy. Et donc il y a toute une œuvre littéraire qui se développe parce que, comme il le dit, il ne peut plus exercer sa profession. Sa profession, c'était j'étais ecclésiastique, j'étais administrateur d'une église, donc je fais autre chose, je deviens écrivain en français. Et alors ce qui est génial, c'est que au bout d'un moment, il reste 10 ans comme ça, pendant 10 ans, aveugle. Et puis un jour, il entend parler d'un médecin qui opère de la cataracte. Alors on est au début du XIVe siècle, donc autant vous dire que c'est dangereux, l'opération. Tous ses amis disent à Gilles de Mussy, tu vas mourir, ne fais pas. Mais il dit, de toute façon, j'ai 75 ans, je vais mourir. Donc, moi j'en ai assez d'être aveugle, je tente l'opération. Il fait venir le médecin, bon, c'est horrible, bon. Et il guérit. Il ne meurt pas, c'est un personnage, un rock, bon. Et il retrouve la vue. Et ce qui est absolument génial, c'est que, alors il est très content, et dans le manuscrit de ses œuvres, il dit, ça y est, je revois, j'arrête d'écrire en français. Je reprends ma profession. Et il va mourir à 80 ans, 5 ans après, bon pied, bon oeil, ayant retrouvé la vue, et s'étant remis à écrire en latin, à administrer son église, etc. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait génial, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une carrière littéraire se fait à cause de la maladie, finalement, se fait à cause d'une suspension de l'activité professionnelle habituelle. Il s'agit ici d'une condition d'écrivain, et non pas, pour Gilles de Mussy, d'une profession. On passe le temps autrement, on se réinvente en tant qu'écrivain, finalement, parce qu'on est empêché de faire ce que son milieu social attendait, c'est-à-dire, pour un ecclésiastique, il a travaillé dans une église, pour un guerrier, faire la guerre, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des carrières littéraires comme ça, un peu étranges, qui se développent dans cette période du XIIe au XVe siècle. Mais pour la plupart des écrivains, la question « pourquoi êtes-vous devenu écrivain ?» qui compose est liée à leur milieu social. Donc il faut prendre en compte cet aspect sociologique, et je voudrais maintenant essayer de regarder qui, parmi les nobles et les ecclésiastiques, pourquoi ce sont ces deux milieux qui vont, du XIIe au XVe siècle, donner la grande majorité des écrivains. Pourquoi écrit-on en français quand on est noble, et qu'est-ce qu'on écrit? Pourquoi écrit-on en français quand on est formé par l'université, et qu'est-ce qu'on écrit? Alors mon deuxième moment donc, de ce parcours, après la question générale, pourquoi êtes-vous devenu un auteur, bon, ça va consister à interroger des milieux sociaux, donc ce que Pierre Bourdieu appellerait des champs sociaux, donc le champ des nobles, d'abord, en essayant de me demander pourquoi la noblesse de l'écrivain va le conduire non seulement à être auteur, mais à être auteur d'un genre particulier qui est la poésie. Parce que l'auteur noble est un poète, et presque toujours. Et ceci, ça ne s'arrêtera pas au Moyen-Âge, il y a cette sorte de tradition, pensez à Ronsard au XVIe siècle, par exemple, le noble est par nature, en quelque sorte, un poète. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les nobles choisissent de s'engager dans la carrière d'auteur par la poésie lyrique? Ce qui l'explique, c'est d'abord une sorte d'imaginaire, une vision symbolique du noble. Qu'est-ce que font un aristocrate, d'un point de vue imaginaire? Eh bien, les traités de médecine qui se diffusent à l'époque du XIIe, du XIIIe siècle, expliquent qu'en fonction de votre milieu social, vous avez une manière d'être différente. Vous ne fonctionnez pas, votre corps ne fonctionne pas de la même façon si vous êtes un noble, si vous êtes
un homme de l'Église ou si vous êtes un paysan. Votre corps ne fonctionne pas de la même façon. Le noble est caractérisé... Alors, c'est un imaginaire, hein, pas que c'est vrai. Bon. Le noble est caractérisé par, dans cet imaginaire, par l'action. C'est celui qui agit. Oh, il agit, il fait la guerre, mais pas seulement, il y a des guerres plus amusantes, donc il fait la guerre et il fait l'amour, le noble. Donc il est actif, je dirais, sur tous les plans, c'est lui qui séduit les femmes. Alors, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est l'imaginaire, ce qui est sympathique. Bon. Alors, il séduit les femmes, c'est lui le séducteur, et puis c'est lui qui fait la conquête, non seulement des femmes, mais des territoires, donc en tant que guerrier. Donc, le noble est lié, grâce à son milieu social, à deux thèmes, qui sont d'une part la guerre, les armes, et d'autre part l'amour. Or, ces deux thèmes, les armes et l'amour, sont en XIIe et XIIIe siècle pour la littérature française les deux grands thèmes de la poésie. Les armes, l'amour. Donc déjà, on voit comment, se considérant comme des professionnels des armes et de l'amour, ils vont écrire une littérature qui parle des armes et qui parle de l'amour. Mais ce n'est pas la seule justification. D'un point de vue médical, on considère que l'aristocrate est un être à part. Il fonctionne à l'intérieur de son corps, d'une manière qui n'est pas celle des autres. Et plus précisément, on considère que c'est un être, si j'ose dire, chaud. Ah, voilà, chaud. Donc, le noble a plus de sang. Donc, vous connaissez ce système qu'on appelle le système des humeurs. Vous connaissez ça, hein, bon, qui est l'ancien système médical, la vision médicale qu'on va trouver jusqu'au XVIIIe siècle, qui pense que chaque individu est composé à l'intérieur du corps d'humeurs différentes. Donc vous avez le sang, voilà, exactement, la bile, la lymphe. Donc il y a la bile de deux couleurs. Est-ce que vous vous rappelez? Exactement, la bile jaune, voilà, et la bile noire. La bile noire, c'est la mélancolie. Donc effectivement, il y a ces quatre humeurs, et selon chaque individu, ces humeurs ont un équilibre différent. Donc certains individus vont avoir plus de sang, ils vont être plus chauds. D'autres individus vont avoir plus de bile noire. Alors la bile noire, c'est la mélancolie, donc ils vont être plus froids, plus dépressifs, etc. Donc cette théorie médicale associe le noble à l'idée de chaleur, donc le sang. Alors, ça vient du fait que le noble est un guerrier aussi, donc il est lié au sang. Vous voyez, tout ça est un peu symbolique, hein, c'est une sorte d'imaginaire comme ça. Donc, le noble est plus chaud que les autres. Il bouge, il est toujours sur son cheval, il se combat, etc. Et il est aussi lié à l'air. C'est un être de souffle. Alors, du coup, il a toutes les qualités médicales pour devenir un poète. Parce que, qu'est-ce que c'est que la poésie ? La poésie, et plus précisément la poésie chantée, la poésie du XIIe, XIIIe siècle est toujours chantée, la poésie, c'est un souffle. On chante. Et on chante sur des sujets comme la guerre ou comme l'amour, deux sujets que le noble connaît, en quelque sorte, par profession. Donc parce que le noble est un être de souffle, parce que c'est un être de chaleur, il est en quelque sorte naturellement porté à devenir un poète, et en particulier un poète lyrique, une sorte d'inspiration poétique qui lui vient non seulement de son milieu social, mais je dirais entre guillemets de sa race sociale. C'est une question en quelque sorte de physiologie. Alors, le noble apprend la musique parce que la musique est une forme d'harmonie. Quand on apprend la musique, on apprend la mesure, des notes, l'harmonie, et le noble est habité par une sorte de violence intérieure. Donc il faut qu'il se calme, il faut qu'il apprenne à se mesurer. Donc apprendre la musique, apprendre à chanter en musique, c'est apprendre à contrôler ses pulsions, contrôler son être de souffle et de chaleur. Voilà pourquoi écrire de la poésie et écrire de la musique sont les activités favorites des nobles. Du XIe au XVe siècle, une très grande partie des écrivains, des poètes lyriques français sont d'origine aristocratique. Et ceci à cause de cet imaginaire. Alors je vais vous en donner deux exemples, si vous voulez, placés à l'extrémité de la période que nous explorons ensemble. Le premier poète français est l'un des
dernier poète, en tout cas un poète du XVe siècle. Le premier, ce sera Guillaume de Poitiers, le premier troubadour, et l'autre que je verrai tout à l'heure, ce sera Charles d'Orléans, donc poète du XVe siècle. Et je vais essayer de les comparer, de comparer ce qu'ils disent sur leur activité d'auteur, pour voir s'ils sont unis, ces personnages qui ne se connaissent pas, évidemment, hein, qui ont 400 ans d'écart entre eux, par le même imaginaire. Alors Guillaume de Poitiers, d'abord vous connaissez peut-être son nom, Guillaume de Poitiers, duc d'Aquitaine, qui écrit au tout début du XIIe siècle, vers 1100 hein, à peu près, qui est le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, ça je pense que vous le savez, et qui est le premier troubadour, donc de Languedoc par conséquent, et d'expression donc française. Alors les œuvres de Guillaume d'Aquitaine sont des chansons accompagnées de musique qu'il a composées, texte et musique. Et ces chansons portent sur les deux thèmes favoris des armes et de l'amour. Mais probablement la plus célèbre de ces chansons, le plus célèbre de ces poèmes, je vous en ai donné un extrait en bas de la page 17, s'intitule Ferai un vers de Dreit Niens. Si je traduis en français, je vais faire un poème sur le pur néant, sur rien du tout. Alors, de la même façon que Flaubert disait Madame Bovary, c'est un roman sur rien, Guillaume de Poitiers disait déjà au début du XIIe siècle, à la fin du XIe siècle, être poète, c'est aussi pouvoir faire de la poésie sur rien. Et donc, dans ce texte-là, il ne va pas parler des affaires militaires, il ne va pas parler des affaires amoureuses, il va parler de l'inspiration poétique. Qu'est-ce que c'est qu'être poète ? C'est parler, c'est écrire un poème sur rien, Ferai un vers de Dreit Nien, non de mi, ni d'autres gens, ce ne sera pas sur moi, ni sur d'autres gens, non d'amor, ni de joven, ce ne sera pas sur l'amour, ni sur la jeunesse, ni de rien au, ni sur rien d'autre. Quenans fos drobets en dormen, sus in chivau. Il vient d'être trouvé, ce poème, je viens de le faire, tandis que je dormais sur mon cheval. Alors, c'est Drobets en dormen sus in chivau, c'est un vers très célèbre de Guillaume de Poitiers, sur lequel Giorgio Agamben, par exemple, a écrit de très belles pages. Donc, je vous laisserai éventuellement les lire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi un poème sur rien ? Et qu'est-ce que veut dire ce poème ? Ce poème a pour but de nous montrer simplement d'être une mise en scène de l'inspiration poétique chez le noble. Guillaume de Poitiers se montre en train de s'endormir au pas de son cheval, hein, tandis que je dormais, sur Inchivo, donc le pas du cheval. La poésie sort de la voix aristocratique, sort du corps aristocratique, bercé par le rythme du cheval. Qu'est-ce que ça veut dire, ce cheval ? Ce cheval, c'est bien sûr l'animal proche du noble, par excellence. Hein. Le noble est chevalier, donc évidemment le cheval est en quelque sorte son signe d'identité. Le cheval, c'est le symbole de la nature. La poésie du noble est en relation avec la nature qui l'entoure. Il chante le printemps, il chante l'amour, les petits oiseaux, etc. Bon. Donc ce cheval représente cette nature qui vient imprégner la poésie du noble. Mais le cheval, c'est aussi un animal apprivoisé, symbole de mesure. Hein, la poésie du noble est cette poésie apprivoisée par la musique, et qui va donc chanter la violence de l'amour, la violence des armes, mais à travers l'harmonie musicale. Et puis le cheval, c'est le mouvement, on monte à cheval pour aller quelque part. Donc le cheval, c'est le voyage, le cheval, c'est la mobilité. Et la poésie du noble, et c'est une poésie qui se chante comme ça, qui se dit par une voix qui est mobile, qui est vivante, en quelque sorte. Donc le poème nous dit, je fais un poème sur rien, c'est-à-dire en fait je fais un poème sur la poésie, sur la question qu'est-ce qu'être poète quand on est un noble ? Eh bien c'est de se laisser guider par la nature, par le rêve, par le mouvement du cheval. D'accord ? Et ce mouvement, c'est aussi le mouvement du chant poétique. Donc la réflexion de Guillaume de Poitiers, je fais ce poème sans avoir rien appris, je fais ce poème naturellement parce que je suis noble, on va la retrouver plus tard
chez Charles d'Orléans. Et alors là, on est bien plus tard, vous voyez, puisque on était tout à l'heure vers 1100 à peu près, du début du XIIe siècle. Et avec Charles d'Orléans, nous sommes, c'est ses dates de vie et de mort, donc nous sommes à la fin du XVe siècle, dans la deuxième moitié au moins du XVe siècle. Donc 400 ans ou 350 ans d'écart entre ces deux poètes. Tous les deux sont des nobles. Guillaume de Poitiers, duc d'Aquitaine, de très haute noblesse, et Charles d'Orléans, qui fait partie de la famille royale française. D'accord ? Alors, c'est, pour la petite histoire, hein, c'est le père du roi Louis XII, et pour les Italiens de la salle, hein, le roi Louis XII, c'est l'un des rois, avant François Ier, qui a fait les guerres d'Italie, ce qu'on appelle les guerres d'Italie, hein, fin 15e, début 16e siècle. Donc, Charles d'Orléans était duc de la ville d'Asti, en Italie. Sa mère est Valentina Visconti, duchesse de Milan. Bon. Donc ça, je fais la petite parenthèse, on reviendra sur Charles d'Orléans. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la très haute aristocratie européenne, franco-italienne en l'occurrence, et de la famille royale française. Rien ne prédisposait apparemment Charles d'Orléans à devenir poète, mais alors qu'il est jeune homme, en 1415, il participe à une bataille, qui est la bataille d'Azincourt, qui est une défaite française contre les Anglais, et il est fait prisonnier et amené en Angleterre. Il va être retenu comme otage en Angleterre pendant 25 ans, de l'âge de 25 ans à l'âge de 40 ans. Donc, que faire ? Eh bien, il va se mettre à écrire de la poésie, et notamment un recueil sur lequel on reviendra. Il écrit de la poésie lyrique, des ballades, qui sont des textes à chanter, des rondeaux aussi. Et pour expliquer pourquoi il a commencé à devenir poète, il écrit une sorte de prologue de son recueil de ballades, la première partie, probablement vers 1420, qui s'appelle « La retenue d'amour ». Et il se met en scène à travers une sorte de fiction allégorique qui explique pourquoi je suis, moi, Charles d'Orléans, devenu poète. Il rappelle qu'il a été fait prisonnier et que la poésie lui permet de passer le temps. On retrouve cette idée-là. Mais il dit aussi que ce choix de la littérature n'est pas un hasard de sa part, car son milieu social aristocratique l'a amené vers la poésie. Et il met en scène cette histoire dans La retenue d'amour, en présentant le personnage de Jeunesse, personnage allégorique, qui vient le chercher, alors qu'il est jeune, justement, et qui lui dit « Charles, je vais t'amener au château d'amour ». Alors, Charles et Jeunesse vont jusqu'au château d'amour, frappent à la porte, c'est le début de la page 18, c'est un petit extrait ici. Lors Jeunesse s'y hucha le portier, alors Jeunesse appela le portier et lui a dit « J'ai si un étranger avec moi. Entrez, nous Foléans, on l'appelle Charles, duc d'Orléans. » Donc j'ai avec moi un étranger, nous voulons entrer dans le château, voilà Charles, duc d'Orléans. Donc le poète signe son texte, hein, comme ça. On entre dans le château et Charles est présenté à Amour. Et il demande « Puis-je devenir un écrivain d'amour ? Puis-je devenir un auteur amoureux ?» Et Amour dit « Oui, il est le bienvenu. » Amour répond « Il est le bienvenu. » Et il donne une justification. Amour dit « Je connais déjà la famille de Charles d'Orléans. Par raison familiale, Charles d'Orléans est prédisposé et prédestiné à devenir un écrivain amoureux. Au temps passé, dit Amour, j'ai son père connu. Louis d'Orléans, hein, le père de Charles. J'ai déjà connu son père, dit-il. Hein. Plusieurs autres aussi de son lignage ont maintes fois été en mon servage. Plusieurs personnes de sa famille ont été mes serviteurs. Par quoi tenue suis plus de lui bien faire. Voilà pourquoi je vais lui faire du bien, je vais l'accueillir avec bonté, s'il veut après son lignage retraire, s'il veut suivre les pas de sa famille. Et ici, c'est intéressant de voir que la justification que Charles d'Orléans donne à sa carrière littéraire, c'est un accident. Il a été fait prisonnier. Et donc, voilà, il n'y a plus rien à faire que écrire de la poésie. Mais c'est un destin aussi. Je suis noble. Et donc, ma famille, qui est la famille royale de France, fait que, grâce à cette qualité sociale, je suis prédisposée à écrire de la poésie. Et donc, je fais finalement ce que ma famille attend que je fasse. Hein, mon destin de noble, c'est aussi d'écrire de la poésie. Et l'accident de la bataille m'a remis ce destin
en tête m'a réobligé en quelque sorte à ce destin. Ici, dans cette petite miniature, on voit donc d'un manuscrit des ballades qui se trouvent en Angleterre. Je vous le montre ici. On voit Charles à la Tour de Londres. Vous voyez, ça c'est Londres, ici. Et là, la Tour de Londres, on voit Charles ici enfermé à l'intérieur de la tour. Et c'est la même image qui se continue. On le voit en train d'écrire, en tant que prisonnier, d'écrire de la littérature. Donc voilà pour cette sorte de premier milieu. Donc pour les nobles, écrire n'est pas une profession. C'est en quelque sorte un destin. Parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Ils sont supposés, bien sûr c'est symbolique, être programmés pour la littérature par leur milieu social, être noble, et par leur, je dirais, leurs humeurs intérieures, donc par leur nature sociale. Donc être noble, c'est donc être un écrivain, un auteur particulier, qui est l'auteur de poésie, et l'auteur de poésie lyrique. Donc vous voyez que le milieu social implique un genre d'écriture. Et ceci du XIe ou de la fin du XIe jusqu'au XVe siècle. Alors, bien sûr que ces auteurs nobles ne sont pas les seuls. Et on l'a vu, ils se spécialisent dans un genre d'écriture. Les auteurs les plus nombreux du XIIe au XVe siècle viennent d'un autre milieu social qui est le milieu des intellectuels. Ce milieu qu'on appelle la clergie, c'est-à-dire ceux qui ont la qualité de savants, ceux qui sont formés dans les universités pour avoir cette qualité. Alors, je fais une petite parenthèse avant de regarder qui sont ces gens, comment sont-ils formés, quel type d'écriture vont-ils proposer. Une petite parenthèse sur le nom des écrivains du Moyen-Âge. On vient de voir des écrivains, on m'a parlé de Jean de Courcy, de Guillaume de Poitiers, de Charles d'Orléans, de Guillaume de Machaut, enfin, on parlait de plein d'écrivains, et vous avez vu que Chrétien de Troyes, bon, à chaque fois, dans leur nom, il y a la particule de. Guillaume de Poitiers, Chrétien de Troyes, etc. Alors, comme vous le savez, cette particule de est aujourd'hui considéré comme un signe de noblesse. Bon. Mais à l'époque qui nous intéresse, donc du XIIe au XVe siècle, 2 n'est pas forcément un signe aristocratique. Ça peut l'être, mais pas obligatoirement. Charles d'Orléans est duc d'Orléans. Alors lui, il est noble. C'est-à-dire, il est chef, il possède Orléans. Et la région de la ville d'Orléans. Mais si on prend un personnage comme Chrétien de Troyes, alors lui, il est de Troyes, au sens où il est né à Troyes et il habite à Troyes. Donc, ne vous laissez pas, je dirais, surprendre par le nom des écrivains. On a beaucoup d'écrivains non nobles au Moyen-Âge, dont le nom est formé par un prénom de le nom d'une ville. Ça ne veut pas du tout dire obligatoirement qu'ils sont nobles. Peut-être certains le sont, mais pas toujours. C'est simplement un signe d'appartenance à une ville. Je suis habitant de la ville de Troyes, c'est le cas pour Chrétien, qui n'est pas noble, qui est au contraire un intellectuel. Alors, ces intellectuels qui vont entrer en littérature française à partir du XIIe siècle, on les appelle généralement des clercs. Et le mot est intéressant, là, je l'avais dit un petit mot déjà la dernière fois. Clerc, ça vient du latin clericus. Et c'est un mot qui, en français, en ancien français, va petit à petit changer de sens. Au début, clericus, c'est celui qui est employé par l'Église. C'est très simple. Voilà. Je suis. Alors, c'est quoi clericus? Ça veut dire je peux être un prêtre, évidemment, mais pas obligatoirement. Je peux être un fonctionnaire qui travaille à administrer une église. Je peux être quelqu'un qui s'occupe du budget d'une église, vous voyez, pas forcément un prêtre. Je peux être un enseignant, l'église étant l'organisme qui s'occupe des écoles. Donc je peux être professeur, tout simplement. Bon. Donc derrière l'employé de l'église, c'est pas forcément un prêtre ou je ne sais quoi, ça peut être tout un tas de métiers possibles. Mais ça désigne des métiers qui sont reliés à l'église. Or, le mot clerc va évoluer, son sens va évoluer, du sens professionnel de employé de l'église, dans le sens large, le mot va évoluer vers un sens un peu plus général de quelqu'un qui est savant.
quelqu'un qui est intellectuel. Et précisément un écrivain savant. Un écrivain, alors ça peut être un écrivain scientifique, éventuellement, ou qui est formé à l'université et qui donc a la capacité de proposer une littérature savante. Donc pourquoi le mot a-t-il changé de sens? Est-il passé du domaine strictement professionnel à un domaine plus généralement culturel? Tout simplement parce que, à partir du milieu du XIIe siècle, les clercs, donc ces employés de l'Église, certains d'entre eux décident d'écrire en français et d'écrire de la littérature, y compris de la littérature de divertissement, par exemple des romans. Bon. Et à partir de ce moment-là, le nom clerc n'est plus seulement un mot professionnel, ça devient un nom plus général pour dire l'écrivain intellectuel. Alors le clerc ne va pas du tout vers la littérature française comme le fait le noble, parce que lui, il est issu d'une formation. Il a été formé pour acquérir certaines compétences. Il a été formé par les écoles et il va acquérir des compétences littéraires ou rhétoriques, de manière générale, qui vont lui permettre de choisir certains genres d'écriture particuliers. Alors, ces compétences, c'est quoi? C'est d'abord au sein des écoles ou au sein de l'université, en tout cas dans les organismes de formation, quand on est étudiant, on apprend ce qu'on appelle le trivium. Trivium. Vous avez entendu parler de ce mot? Oui, déjà, trivium. Donc, le trivium, ce sont les 3 matières que l'on commence à apprendre au début des années d'université. Et ces matières sont la grammaire, il faut comprendre la grammaire latine, donc le latin. Bon. C'est les explications de textes à partir des textes latins de Cicéron ou de Saint-Augustin, etc. On apprend la rhétorique, ce qu'en France on appellerait l'exercice de dissertation, apprendre à écrire, toujours en latin. Donc on apprend à écrire des textes. Donc, grammaire, rhétorique, et puis dialectique qui ressemble un peu à la philosophie, finalement. C'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire l'exercice de réflexion. Donc le clerc est quelqu'un qui a des compétences, qui a fait l'université, et qui a donc les compétences que vous avez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a appris à parler et à écrire d'une manière universitaire, avec des règles, les règles de rhétorique, etc. Ses études à l'université lui ont en plus donné une culture, des références littéraires. Le clerc est un homme de livres, donc il connaît la culture, alors en particulier la culture de l'Antiquité, dont il va pouvoir s'inspirer pour éventuellement adapter des histoires de l'Antiquité, ou pour trouver simplement des références, des citations. Et surtout, et ça c'est essentiel, le clerc n'est pas formé pour écrire en français. Il est formé pour écrire dans une autre langue qui est le latin. Donc tout clerc, tout écrivain issu de ce milieu est un bilingue. Ou plutôt, comme on l'a dit, alors je vais remonter ça pour pouvoir écrire un peu au tableau, si ça veut bien. Voilà. Pas tout à fait bilingue, il est ce qu'on appelle diglosse. Vous savez la différence entre bilingue et diglosse? Le bilinguisme et la diglossie? Est-ce que vous savez, c'est quoi la différence? Bilinguisme, c'est quand vous parlez 2 langues, français, italien. La diglossie, être diglosse, c'est quoi? C'est écrire une langue, parler... Non, c'est au contraire. C'est parler une langue, mais oui. Savoir écrire 2 langues. Oui, alors effectivement, mais en fait, ça tient au statut des langues. Par exemple, vous êtes bilingue, d'accord? C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est les pas de vous. Vous parlez italien et vous parlez français, d'accord? Ça, vous êtes bilingue. Bon, maintenant, vous, tout le monde, tout le groupe, vous êtes diglosse, c'est-à-dire que vous parlez une langue, alors le français pour les uns, l'italien pour les autres, ça c'est votre langue maternelle, et puis vous parlez une langue qui sert de langue mondiale, l'anglais. L'anglais n'a pas le même statut que le français et l'italien. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, le français et l'italien sont 2 langues qui, non seulement se ressemblent, mais qui ont le même statut dans leur utilisation mondiale, comme ça, alors que l'anglais a un autre statut. D'accord?
tout le monde apprend l'anglais parce que c'est le nouveau latin. D'ailleurs, on s'embête bien parce que dans 5 ans, ça sera le chinois, alors bon, on va mieux s'y mettre tout de suite. Mais enfin, bon, peu importe. Donc pour l'instant, c'est la langue mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est la diglossie? C'est quand vous parlez deux langues ou plus, dont une est une langue de culture, c'est-à-dire une langue de transmission générale que tous les intellectuels ou tous les gens parlent. Voilà. Donc pour nous, par exemple, c'est l'anglais. Donc c'est ça être diglosse, c'est-à-dire que c'est utiliser des langues qui n'ont pas le même statut. Vous êtes bilingue et vous êtes diglosse. Voilà. Donc nos clercs du XIIe et du XIIIe siècle, ils sont parfois bilingues, c'est-à-dire il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent français-allemand, il y en a qui parlent des dialectes régionaux, etc. Bon. Il y en a qui parlent italien, bon. Mais ils sont tous diglosses, c'est-à-dire que tous ils parlent latin. Et tous les intellectuels de l'Europe occidentale, quelle que soit leur nationalité, anglais, italien, allemand, espagnol, polonais, parlent tous latin. Donc c'est ça ce savoir linguistique qui fait du clerc je dirais quelqu'un qui a un statut international, capable de parler avec tous les intellectuels des régions ou des pays avoisinants. Donc du coup, lorsque le clerc choisit d'écrire en français, il fait quelque chose qui n'est pas habituel à sa profession. Sa langue professionnelle, c'est le latin. Il choisit d'écrire dans une autre langue, dans sa langue maternelle éventuellement, le français. Et la question, c'est alors, qu'est-ce qu'il choisit d'écrire? Et en quoi son statut d'intellectuel va-t-il le pousser à des genres particuliers? Alors, pour essayer de le voir, on va regarder ce que dit Chrétien de Troyes sur, je dirais, le choix du genre littéraire qu'il va faire, c'est-à-dire le roman, et il s'explique sur ce choix dans le prologue de son premier roman. Vous savez que le premier roman de Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle, en 1170, oui c'est bien, 1170, c'est Érec et Énide. Et dans ce prologue, il y a ce vers, on va lire ensemble, bien dire et bien apprendre, c'est-à-dire bien parler et bien enseigner, qui résume les objectifs de la littérature des clercs. Une littérature bien dite, c'est-à-dire compétence de celui qui connaît la rhétorique, et donc bien écrite, et une littérature qui sert aussi à apprendre, parce qu'elle est savante, et parce qu'elle fait passer des savoirs au public. Alors on va regarder quelques vers de ce petit texte, page 18 de votre exemplier, et là c'est pour corser un peu l'affaire, mais je n'ai pas mis de traduction. Donc pas de petits soupirs plaintifs, je vous prie, il n'y a pas de traduction, on va essayer de traduire ensemble un peu d'ancien français, je vais vous aider, d'accord? Et on va essayer d'aller jusqu'à bien dire et bien apprendre, donc les 10 premiers vers. Alors c'est le tout début du texte, vous connaissez peut-être, c'est vraiment pour les Français un prologue très célèbre, donc on va aider nos amis italianophones, d'accord? Alors, premier vers, je vais lire les 3 premiers vers. Livillain dit en son répit que telle chose en dépit qui moute vaut mieux que l'on ne cuide. Qui moute vaut mieux que l'on ne cuide. Alors, Livillain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, Livillain? Qu'est-ce que ça veut dire vilain? Un personnage vilain. C'est l'opposé de la courtoisie. Alors, c'est le paysan, c'est un mot pour dire paysan. Donc, d'une manière assez paradoxale, l'intellectuel Chrétien de Troyes commence son premier texte en mettant en scène un paysan qui parle. Bon, ce qui est évidemment une provocation. Et il dit donc le paysan, alors répit, ça veut dire le proverbe. Donc, Livillain dit en son répit que, donc, alors répit ça veut dire le proverbe, donc qu'est-ce que ça veut dire Livillain dit en son répit? Comment on peut traduire ou l'adapter en français moderne? Répit, c'est proverbe. Voilà, le paysan dit d'une manière proverbiale, d'accord, que telle chose en dépit, donc dépit c'est mépriser, qu'on méprise parfois telle chose, et là vous allez traduire le 3e vers, donc il y a un proverbe paysan qui dit que l'on méprise parfois des choses qui moutent
vaut mieux que l'on ne cuide. Alors, on méprise parfois une chose qui, mout vaut mieux que l'on ne cuide. C'est-à-dire, si on le traduit, enfin on l'adapte en français moderne. Mout vaut mieux que l'on ne cuide. C'est difficile ça. Cuider, ça veut dire quoi? Vous avez fait du oui, vous avez fait des années d'ancien français derrière. Cuider, ça veut dire croire. Hein, croire. Imaginer à tort. Hein, croire, cuider. D'accord? C'est le verbe à la fin, cuider, comme ça, vous voyez. Donc, le paysan dit, sous une forme de proverbe, qu'on méprise certaines choses qui vaut bien mieux que l'on ne croit. Hein, parfois, on a tort de mépriser certaines choses. Alors pourquoi ce premier proverbe? Alors un proverbe soi-disant paysan. Oh, les paysans disent il ne faut pas mépriser des choses quand on ne sait pas. Alors au début d'un roman, qui est le premier roman de l'auteur, c'est une forme de clin d'œil au choix que fait cet auteur du roman en français. Le roman en français, l'intellectuel qui écrit en latin pourrait le mépriser. Bon, c'est du divertissement, c'est écrit en français, bon, rien de tout ça n'est très sérieux. Mais ça vaut mieux que ça, dit Chrétien. Il ne faut pas mépriser ces choses-là. Parce que dans ces romans apparemment de divertissement, pour ce fait bien qui son étude tourne à bien, quelque il l'est, car qui son étude entre les, tôt y peut-elle chose taisir, qui moute vendrait puis à plaisir. Bon. Alors, pour ce fait bien qui son étude, voilà pourquoi fait bien. Donc, il fait bien, on parle ici d'une personne, hein, celui, alors, voilà pourquoi agit bien, qui son étude tourne à bien. Alors, étude, ici, c'est le mot étudier, mais c'est aussi le savoir que l'on a par l'étude. Hein, donc, mon savoir, le savoir, la science. Bon. Donc, voilà pourquoi agit bien celui qui, son étude tourne à bien. Donc, met sa science tourne. Donc, tourne sa science à bien, vers le bien. Hein, utilise son savoir pour faire une bonne chose. Donc, c'est bien agir que d'utiliser son savoir pour faire quelque chose de bien, quel qu'il est, quel qu'il soit. Bon. Car qui son étude entrelaissée, car celui qui, alors, entrelaisser, ça veut dire abandonner, ne plus s'intéresser. Car celui qui abandonne son savoir, abandonne la science qu'il a reçue des universités. Hein. Donc, car celui qui abandonne son savoir, tôt y peut telle chose taisir, qui moute vendrait puis à plaisir. Hein. Il peut lui arriver qu'il va taisir. Alors, c'est quoi ce verbe taisir? Comment on dirait en français moderne? Le même verbe existe, mais ce n'est pas sous cette forme. Donc, celui qui oublie d'utiliser sa science, il pourrait très bien taisir une chose, taisir. Le verbe en français moderne commence par plutôt. Taire, très bien, taire. Il pourrait très bien taire, garder silencieux, ne pas dire quelque chose qui moute viendrait puis à plaisir, qui pourtant viendrait à plaisir, ferait plaisir à beaucoup de gens, qui serait quelque chose qui ferait plaisir. Donc, celui qui abandonne sa connaissance, il peut lui arriver qu'il ne dise pas quelque chose qui pourtant aurait beaucoup de succès, pourtant ferait plaisir à beaucoup de monde. Donc oui, moi je vais parler, je vais utiliser mon savoir. Pour ce dit Chrestien de Troué, que raison est que toute vouée doit chacun penser et entendre, à bien dire et à bien apprendre. Alors, voilà pourquoi Chrétien de Troyes dit que raison est. Alors, comment vous traduirez ça? Voilà pourquoi Chrétien de Troyes dit que raison est. Il dit que quoi? Raison est. Il faut renverser la syntaxe. Il est raisonnable, d'accord? Il est juste. Voilà pourquoi Chrétien de Troyes dit qu'il est juste, que toutefois, donc que selon n'importe quelle circonstance, chacun doit penser et entendre. Hein. Voilà pourquoi il est juste que, quoi qu'il arrive, chacun doit penser et entendre, c'est-à-dire mettre sa pensée et mettre son attention, entendre, ça veut dire ici attention, à bien dire et à bien apprendre.
tout le monde doit faire attention à bien dire, à bien parler et à bien apprendre. Et ici, ça veut dire apprendre, non, à enseigner quelque chose. Hein, donc, à bien parler et à bien enseigner. Donc, moi, je vais vous enseigner une histoire qui va vous faire plaisir et qui va vous apprendre des choses. Parce que je suis un intellectuel et je ne méprise pas ce nouveau genre qu'est le roman. Ça a l'air méprisable, mais non. Je me lance dans cette carrière pour être un pédagogue, en quelque sorte, pour vous apprendre des choses et en même temps pour vous divertir, pour vous faire plaisir. Donc, c'est un prologue qui est évidemment assez célèbre sur la volonté de l'écrivain intellectuel de s'adresser à un nouveau public en lui offrant des œuvres de divertissement, mais aussi des œuvres pédagogiques. Alors donc, et je vous rassure, hein, plus qu'un dernier point, notre écrivain français, à partir du XIIe siècle et jusqu'au début du XIVe siècle, il peut finalement nous apparaître à travers plusieurs images. La première, celle majoritaire, c'est celle de l'intellectuel. Celui qui écrit en français, par choix, en utilisant sa formation savante pour apprendre des choses à ses lecteurs. D'autres écrivains, un deuxième groupe, c'est les guerriers qui vont se sentir destinés à un certain type de littérature, la poésie, qui est une forme de littérature du mouvement, du souffle, de la chaleur aussi, qui correspond à leur rapport au combat. Et puis tous ces deux groupes d'écrivains méprisent un troisième groupe dont nous n'avons pas parlé, mais nous en reparlerons peut-être un peu plus tard, qui est le groupe de ceux qui ne sont ni nobles, ni intellectuels, qui sont les simples interprètes, ceux qui font juste de la musique pour aller avec la poésie, ou ceux qui récitent les romans, et qui sont ce qu'on appelle les jongleurs, les interprètes, les artistes, mais qui ne créent pas, qui n'écrivent pas. Et alors qu'ils sont méprisés absolument, parce qu'ils ne sont ni nobles, ni intellectuels. Donc, vous voyez que le champ littéraire en ancien français est un champ socialement très précis, avec deux milieux sociaux qui entraînent deux types de littérature différents. Et puis, les choses vont changer. Et c'est mon dernier point. Les choses vont changer, en fait, au milieu du XIVe siècle, avec, en fait, une crise de ce statut d'auteur. Les gens qui vont faire de la littérature vont changer, ils ne vont plus être issus des mêmes milieux. Et cette crise du statut d'auteur, qui pose la question, mais alors, qu'est-ce que c'est un auteur ? Va amener à un renouveau, on va repenser ce que c'est qu'un auteur, donc dans ce milieu du XIVe siècle. Alors pourquoi ? La première raison est très simple. À partir de 1350, donc milieu du XIVe siècle, d'autres auteurs viennent d'autres milieux. Il se met à y avoir de plus en plus des écrivains qui viennent de ce troisième état, ni nobles, ni intellectuels, souvent ayant fait un petit peu d'études, mais qui sont issus des milieux de la bourgeoisie, commerçants, artisans, et qui très souvent deviennent des fonctionnaires de l'État. Donc ils travaillent dans les ministères, vous voyez, dans ce qu'on appelle les chancelleries, etc. Donc de plus en plus d'écrivains vont venir de ces milieux qui sont en fait les milieux de la majorité de la population, et se pose alors un problème pour eux. Il n'y a pas de place imaginaire pour eux dans le système qui a été fondé au XIIe, XIIIe siècle. Ils ne sont pas nobles et ils ne sont pas exactement clairs non plus, ils ne sont pas intellectuels. Alors, ils sont entre les deux, en quelque sorte. Et cette difficile définition, où suis-je ? Je ne suis pas partie d'un milieu, je ne suis pas partie d'un autre, va amener à une crise que illustre un personnage dont on a entendu déjà parler la dernière fois et sur lequel je vais revenir, qui est Guillaume de Machaut. Alors, la dernière fois, vous vous rappelez peut-être qu'on avait entendu une chanson, une déploration écrite par Eustache Deschamps, un poète disciple, sur la mort de son maître, Guillaume de Machaut. Et ce personnage de Guillaume de Machaut est, alors je vous présente en un mot, c'est le dernier poète-musicien de la littérature française. Il est actif au milieu du XIVe siècle,
ici je vais vous citer, vous raconter ce que raconte son principal texte qui s'appelle le dit de vérité, le Voerdi. Donc vous voyez qu'on est dans les années 1360. C'est un contemporain entre Pétrarque et Boccace, si vous voulez, voilà, c'est à peu près ça. Et Guillaume de Machaut est un écrivain tournant pour la littérature, c'est-à-dire qu'à partir de lui, les choses vont changer, ce qui va expliquer que c'est un écrivain très prestigieux aux yeux de ceux qui vont le suivre, et donc c'est pour ça que c'est le premier écrivain écrivain en français, sur lequel on va écrire des déplorations lorsqu'il va mourir. Alors pourquoi Guillaume de Machaut est-il important? Premier point, parce que c'est le dernier écrivain à la fois poète et musicien. C'est le plus grand musicien du XIVe siècle européen. C'est un très grand poète et il écrit aussi des romans, on va le voir. Bon. Après lui, les deux métiers vont se spécialiser. Il y aura ceux qui écrivent des textes et ceux qui écrivent de la musique. Et donc, dans ce point de vue, il est une sorte de fin de l'union de la musique et de la littérature pour ce qui est de la poésie française. Mais c'est aussi un personnage qui va introduire de nouvelles idées et de nouvelles questions, et en particulier le problème de la question de l'auteur qui n'est pas noble et qui n'est pas non plus homme d'église. C'est le cas de Guillaume de Machaut. Ce problème, cette crise, Machaut la met en scène dans son principal ouvrage. Alors il écrit beaucoup de livres. Je fais une petite parenthèse parce qu'on reviendra à ce personnage, mais c'est aussi le premier écrivain français à avoir fait lui-même ses œuvres complètes. Ça aussi, c'est important. Donc, il y a vraiment une conscience d'auteur très forte chez Machaut. Dans son roman, qui s'appelle Le Voerdi, donc le dit qui dit la vérité, voir, ça veut dire vrai, ça ne veut pas dire voir, ça veut dire vrai. D'accord ? Donc, l'histoire vraie, le Voerdi, il va raconter finalement, d'une manière fictionnelle, les circonstances de cette crise. Le Voerdi est le premier roman épistolaire de la littérature française. Alors, c'est assez génial. Donc, c'est une sorte d'autofiction. Guillaume de Machaut se présente sous son propre nom. Et à ce moment-là, en 1363, il meurt en 1377, il est déjà un petit peu vieux, et c'est un poète très très connu, très célèbre dans toute l'Europe. Il a beaucoup voyagé, il a été en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie, un petit peu partout, donc il est très connu, et il reçoit, donc c'est comme ça que commence le livre, c'est un roman bien sûr, mais il raconte qu'un jour, une lectrice lui écrit, une jeune femme, « Cher Guillaume de Machaut, j'adore ce que vous faites. Je vous lis depuis que je suis toute petite. Entre parenthèses, j'ai 17 ans. Ah mon Dieu. Et je suis amoureuse de vous. » Alors commence le roman. Et le roman est une correspondance amoureuse entre une lectrice, la jeune femme, alors on dit pas son nom, donc on la surnomme Toute Belle. Bon. Donc voilà. Charmante, toute belle. Bon. Et puis le poète, alors que quand même un petit peu vieux, etc., mais qui est quand même flatté. Et se tresse entre eux une correspondance amoureuse. Et elle lui dit, ah, j'aime tellement la poésie, et je suis tellement admiratrice de vous. Et il lui dit, bien, si vous voulez, je vais vous apprendre à écrire des poèmes. Et plus, éventuellement si affinité. Bon. Et donc, d'accord. Et il commence une correspondance. Alors, au bout d'un moment, ils se rencontrent, il se met en place une liaison amoureuse. Et quand même, Guillaume de Machaut est assez fier de lui. Il a 55 ans, elle en a 17. C'est une belle réussite. Mais la question se pose, qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime Guillaume de Machaut ou est-ce qu'elle aime la littérature? Et voilà, c'est parce que le problème de Guillaume de Machaut, c'est qu'il n'a rien de séduisant. Non seulement il n'est pas très séduisant physiquement, en tout cas c'est lui qui le dit, il est un peu vieux, bon, mais il n'est ni noble, et elle est noble, cette jeune femme. Donc normalement, il n'a pas le droit. Enfin, je veux dire, elle n'est pas pour lui. Bon. Et il n'est pas non plus un intellectuel qui pourrait avoir du prestige comme ça, des honneurs, etc. Non, c'est un poète musicien qui se trouve travailler pour les princes et qui écrire ses textes qui sont achetés par les princes, par les ducs, etc., européens. Donc finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de statut. Et tout le long du livre, donc c'est un livre avec
une liaison amoureuse passionnée, et puis il se dit, mais elle ne m'aime pas en fait, c'est pas moi qu'elle aime, et si elle me trompait, alors il fait une enquête, peut-être qu'elle me trompe, etc. Alors il rompt, je ne veux plus entendre parler de vous. Mais comment, dit-elle, c'est pas vrai, j'ai pas couché avec le duc X, il n'y a que vous que j'aime. Alors il dit, ah oui, ben, je me suis trompée. En fait, elle n'aimait que moi. Bon, alors il reprend la liaison. Et donc, ce ne sont que, tout en n'étant pas tout à fait sûr qu'elle n'est pas en train de le manipuler. Donc, ce sont des histoires amoureuses comme ça, où la jeune fille apprend à écrire de la poésie. Parce que dans les donc il se voit, il s'envoie des lettres, et à chaque fois qu'il s'envoie des lettres, elle lui envoie un poème. Pouvez-vous le corriger, s'il vous plaît? Et lui corrige les vers. Et donc, du coup, le Verdi, c'est un roman d'amour par lettres, et c'est un peu comme la Vita Nova de Dante, c'est un manuel de poésie. Comment il faut écrire de la bonne poésie, etc. Et ça apprend aussi au lecteur à écrire de la bonne poésie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce livre pose la question, mais qui est-on quand on n'est pas un écrivain noble et qu'on n'est pas non plus un écrivain savant? Guillaume de Machaut n'est rien de tout cela. Et il est donc vulnérable, il est fragile. Il raconte dans un épisode que je vous ai cité, fin de la page 18, début de la page 19, que cette fragilité lui est reprochée, on se moque de lui. Et voici un petit texte, donc je vous le lis rapidement et traduis. Après environ 3 semaines, chevauchais par monts et par plaines pour visiter un mien seigneur. Donc après 3 semaines, je partis en voyage par monts et par plaines pour visiter un seigneur de ma connaissance, 1000 fois de l'autre graigneur, 1000 fois plus important que celui dont j'ai parlé précédemment. Quand ce seigneur me vit, il se prit de rire, il se mit à rire, et puis me commença à... Donc, pourquoi il rit? Et puis me commença à dire, ami, vous battez les buissons dont autres ont les oisillons. Mon bon ami, vous frappez les buissons, c'est-à-dire vous partez à la chasse pour trouver des petits oiseaux, les oisillons, qui en réalité tombent dans le piège d'autres personnes. Et il le dit en audience, devant tous, et ma présence. Il le dit donc devant tout le monde et en ma présence. Et quand ainsi me vit saluer, et lorsque je me vis ainsi saluer, si éperdu et si muet fui, je fus si bouleversé, si outré, qu'aucun mot ne répondit, que je ne répondis rien, je n'osais rien répondre. Alors qu'est-ce que veut dire cette plaisanterie du Seigneur? Il lui dit, mais votre amie, elle couche avec d'autres. Vous croyez qu'une jeune femme noble va coucher avec un poète qui n'est rien? Mais pour qui vous prenez-vous? Et donc toute l'œuvre est travaillée par ce problème, qui suis-je si je ne suis... Voilà, je suis un auteur en français, mais je suis entre ces deux statuts. Donc la crise que raconte Machaut dans le Verdi, c'est une crise entre ces deux mondes, hein, le monde des nobles, le monde des savants, et une crise qui est une crise sociale, où est l'écrivain, s'il n'est plus ni noble ni savant, et qui est aussi au fond une crise culturelle. Parce que ce que dit Guillaume de Machaut, c'est pour être un bon auteur, pour être un bon écrivain, je dois parler de choses authentiques, je dois parler de choses que je sens. C'est ce qu'il appelle le sentiment, c'est l'ancienne forme du mot sentiment. Sentiment. Un bon écrivain, c'est celui qui parle de lui, c'est celui qui dit les choses sur lui-même avec sentiment, des choses vraies, des choses authentiques. Le problème, dit Guillaume de Machaut, c'est que moi, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas noble, et je n'ai pas non plus l'église pour me payer, etc. Donc, je vends mes livres, et je les vends à des lecteurs qui souvent me commandent, me disent « Guillaume de Machaut, écrivez-nous une histoire d'amour ». Moi, Guillaume de Machaut, j'écris une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour, moi, je ne la crois pas. Ce n'est pas mon amour. Je suis obligée de vendre ma littérature. Et donc, le problème, c'est est-ce que je peux rester moi si je ne suis pas indépendant économiquement, si je n'ai pas d'argent? Donc, c'est tout le problème de ce qu'il appelle écrire de sentiments, c'est-à-dire écrire avec ses propres sentiments. Mais comment faire quand on n'est pas autonome, quand on est un écrivain qui doit trouver, qui n'a pas suffisamment d'argent pour avoir pour unique profession le fait d'être écrivain. Et donc vous voyez qu'on retrouve finalement, alors avec des siècles de distance, mais la question que posait Bernard Lahire, est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, les gens peuvent être écrivains? Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de faire un autre métier? Bon. Et du coup, est-ce que ça ne les oblige pas aussi à écrire peut-être une littérature
qui ne leur plaît pas toujours, parce qu'il faut gagner aussi sa vie. Donc ces questions-là, c'est des questions que pose Guillaume de Machaut et qui vont irradier, je dirais, à partir du milieu du XIVe siècle, et qui vont demander aux écrivains de se repenser. Alors, la question que pose Machaut arrive dans un contexte qui est de crise plus générale, au-delà de l'auteur, une crise plus générale, et cette crise, elle va toucher plusieurs pans de la société. C'est d'une part, nous sommes au moment où Guillaume de Machaut écrit pendant la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, donc est un très long conflit, avec des défaites, avec des victoires, mais pendant ce très long conflit, la noblesse de l'Angleterre et de la France, qui est donc normalement, qui a pour but d'être une noblesse militaire, va être complètement déconsidérée. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur réputation, je dirais, ces nobles, pendant cette guerre de 100 ans. On ne va plus véritablement donner de prix à la noblesse, et du coup, le fait que les nobles soient moins considérés dans la société va laisser la place à d'autres personnes qui vont pouvoir occuper le champ, pour parler comme Pierre Bourdieu, donc occuper le terrain et revendiquer un statut d'écrivain. C'est, parallèlement à cette guerre de 100 ans, il y aura une guerre aussi civile en France, entre 1407 et 1435, qui va contribuer à ce côté un peu de déshonneur de la noblesse. D'autre part, toute l'Europe, et vous le savez si vous avez lu Giovanni Boccaccio, est frappée par ce qu'on appelle la Grande Peste de 1348. C'est le moment où Boccace va situer son Décameron, bien sûr. Donc, une maladie, une pandémie absolument terrible, où un Européen sur 3 va mourir. Un Européen sur 3 meurt pendant la Grande Peste de 1348, qui s'étend en 1348 jusqu'à 1352. Donc une sorte de catastrophe démographique, culturelle, qui est comparable dans une certaine mesure à ce que a pu être, après 1945, Auschwitz. C'est-à-dire une sorte d'horreur absolue qui pose la question, peut-on continuer à écrire? Peut-on continuer à écrire de la littérature, de la poésie, des textes de divertissement? Vous savez que c'est une question qui est très forte pour la littérature allemande, mais d'une manière générale européenne au XXe siècle. Peut-on écrire après Auschwitz? Cette question, différente bien sûr, mais elle est aussi présente après 1348 chez Machaut. Peut-on écrire après la Grande Peste, quand tout le monde est mort? À quoi ça sert d'écrire de la poésie? À quoi ça sert de se dire auteur? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer le statut d'auteur? Au-delà des nobles, qui décidément ne valent rien, au-delà de l'Église qui n'a rien fait pour empêcher les guerres, etc., un nouveau statut. Alors ce nouveau statut, dans ces 14e et 15e siècles, les écrivains français vont le trouver dans l'idée d'engagement, c'est-à-dire qu'ils vont choisir de se faire des écrivains politiques. Et ils vont écrire des textes, alors qui peuvent être des textes d'histoire, des textes polémiques aussi, des textes sur l'actualité. Leur but est vraiment de dire, puisque le gouvernement français, bon voilà, c'est une catastrophe au XIVe siècle. J'ai aucun lien avec eux actuellement. Ça. Voilà. Donc, mais à l'époque, c'est terrible. Bon. Les gouvernements changent toutes les 5 minutes, etc. Donc le gouvernement est déconsidéré, la noblesse est déconsidérée, l'Église est déconsidérée, il n'y a plus personne. Donc il y a une nouvelle place à prendre et les écrivains vont décider de prendre cette place en revendiquant ce terme d'orateur. Nous sommes des orateurs, ça ne veut pas dire on parle. Comme ça veut dire on est des orateurs comme l'était Cicéron. C'est-à-dire, on est des écrivains, mais on est aussi des sortes de conscience de l'opinion publique. On est l'opinion publique de notre temps. Et donc, on est là pour dire ce qui va, pour dire ce qui ne va pas. On est là pour s'engager sur des problèmes de société. Et cette volonté va permettre à des écrivains qui ne sont pas nobles, ou qui ne sont pas savants, qui ne sont pas formés dans les écoles, de s'imposer et de trouver une nouvelle légitimité. Alors cette nouvelle légitimité, elle va finir, c'est mon dernier point, par la revendication, carrément,
de dire est-ce que être auteur, c'est pas le quatrième état de la société? Il y a les nobles, il y a les gens d'église, il y a le tiers-état, commerçants, paysans, et puis les auteurs, ça serait le quatrième groupe social. Et ce quatrième groupe social, alors soit dit en passant, cette idée de les auteurs sont possiblement le quatrième groupe social de la société avec les nobles, avec les ecclésiastiques et avec les paysans, etc. C'est une idée dont la première manifestation se trouve chez Boccace. Et c'est à partir de Boccace que les écrivains français vont le reprendre, et on va le trouver notamment chez cet écrivain, donc, qui est Georges Châtelain, à la fin du XVe siècle. On va regarder le texte de Châtelain. Ce qui est intéressant, c'est que Châtelain est le premier écrivain d'expression française à être devenu noble parce qu'il était un écrivain. Châtelain n'est pas noble, il est fils de commerçant, un bourgeois. Bon. Il n'est pas savant, il a fait 2 années à l'université, une licence. Puis après, il est parti, il est rentré dans la diplomatie, etc. Et puis, il s'est mis à la carrière littéraire et il est devenu l'écrivain officiel d'une cour qui est la cour dite de Bourgogne, donc voilà, au XVe siècle, c'est la Belgique. Bon. Et il a été, on lui a donné la noblesse, hein, on l'a anobli en 1473. Pour fait littéraire. Pas parce qu'il s'était bien battu, ou pas parce que c'était... Parce qu'il était un grand écrivain, tout simplement. Un petit peu comme, c'est une sorte de reprise de Pétrarque couronné, vous voyez, poète à Rome. Bon, pour la France, c'est Georges Châtelain en 1473. Or, Châtelain est un de ceux qui dit « les écrivains sont un état social ». Et on va regarder, c'est mon dernier texte, page 19 de votre exemplier, dans un de ses livres, qui s'appelle « Les expositions sur vérité mal prise ». C'est un livre qu'il a écrit pour se justifier après un scandale politique. Châtelain s'était engagé sur une question politique. Il avait écrit un livre, un pamphlet. C'était un scandale terrible. Et pour se justifier, il écrit ce livre-là, « Les expositions », en 1460, vers 1460. Et à la fin de ce livre, il explique que l'écrivain a le droit de parler, et en fait qu'il est là pour être une sorte de régulateur de la société. L'écrivain est celui qui complète la société. Alors il a un style un peu difficile, mais je vais le lire et le traduire en même temps. Et donc comme il, donc Dieu, a ordonné une telle hiérarchie de précieux hommes bataillères, et de la même façon que Dieu a ordonné qu'il existe une hiérarchie parmi les hommes militaires et qui ont cœur pour hautement en prendre, et ceux qui ont du courage pour faire de grandes entreprises, perfection pour glorieusement conduire, ceux qui ont suffisamment de qualité pour se conduire glorieusement, nature non épaourée, ceux qui n'ont pas peur, corps pour rompre bataille, ceux qui ont du courage, bras pour vaincre et faire choir hommes par milliers. Donc si Dieu a créé les guerriers, ne peut-il avoir créé aussi et fait naître aucun qui ont nature, donc ceux qui ont nature, pour loger diverses conceptions, lieu pour spéculer et entendre les choses variables de ce monde, dont les unes sont contemplatives, autres de triste inspection. Donc Dieu ne peut-il aussi avoir créé des gens qui ont pour nature de réfléchir, d'avoir des yeux pour voir ce qui se passe et pour bien comprendre les choses variables du monde, hein, l'histoire, l'actualité. Et en prêter le regard comme chose conçue donne ou passion ou joie, et quand l'homme n'a membre qui ne serve et qui n'est office, et parce que tous les hommes, enfin comme dans l'homme, tous les membres servent, hein, ne peut-il y avoir langue qui profère ce qui est conçu, et mains qui mettent en écrit la vidange de son entendre? Ne peut-il exister des langues qui parlent et des mains qui se mettent à écrire ce que l'on a pensé? Certes oui, et sont tels gens aussi nécessaires, donc sont les écrivains, aussi nécessaires et de semblable utilité avec les autres, ils sont aussi utiles que les autres, apprendre les circonstances et conditions des choses temporelles, parce qu'ils nous permettent de comprendre les circonstances des choses du monde, des choses de l'actualité, qui besognent d'autant de personnes diverses, comme les événements sont sauvages et de diverses natures, hein, qui touchent autant de personnes que les événements le permettent, des événements qui sont de diverses natures. Donc l'écrivain est un homme engagé dans son temps, et c'est pour cela qu'il est aussi important que le noble, que l'homme d'église, ou que le producteur, commerçant, artisan, etc.
Et donc, voilà, dernière image où on voit ici, près du duc Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, donc attention, je vais éteindre pour que vous voyez l'image, voilà, où on voit près du duc Charles le Téméraire le personnage ici de Châtelain, c'est à la fin de sa carrière, là on est dans une image donc en 1468, et ce personnage, vous voyez, il est près du prince, il est entre le prince et la ville, et il est celui qui porte le livre, hein, et ce livre est le symbole de son importance, à la fois une importance politique et sociale. Donc avec l'idée du quatrième état des écrivains, il y a une volonté, je dirais, de montrer que être auteur peut être non pas seulement une profession, pas seulement une condition, mais un véritable devoir, en quelque sorte, hein, un devoir social. La société a besoin d'auteurs, et c'est ces auteurs engagés du XVe siècle qui vont développer cette idée.